Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode du podcast Fructueux, le podcast où on apprend à gagner plus d'argent et à investir mieux. On le fait en réfléchissant autour de 3 questions que je pose à mes invités. Comment tu as gagné de l'argent? Comment tu as commencé à investir? Et comment tu investis aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis avec Clément. Comment ça va, Clément? Ça va super, et toi? Ça va bien. Écoute, j'aime bien moi les formats podcast. C'est quand tu es créateur de contenu, des fois tu as une approche un peu solitaire et co-créer. Je trouve ça très sympa, donc ça me fait Je plaisir de crois que c'est la pouvoir. première chose que j'avais essayé, les podcasts, et ça a été un super exercice pour m'entraîner à parler seul sur un sujet. Et je pense que j'en ai tiré du bon de cet exercice, même si aujourd'hui j'ai tout jeté à la poubelle. En tout cas, j'ai enlevé l'accès public. Je le recommande en effet. T'avais fait un podcast sur quoi? Je parlais de ma vie en général, mais c'était plutôt basé sur l'investissement, puisque j'avais plein de potes qui s'y intéressaient plus ou moins de loin. Et étant jeune et indépendant, ça peut paraître bizarre, mais il y a très peu de jeunes qui sont indépendants. Je parlais beaucoup de ça, comment est-ce qu'on était indépendant, le fait de choisir sa mutuelle, plein de petits détails de vie pratique que personne ne connaissait autour de moi, quoi. Mhm. Bon, très bien. Bon, on attaque avec la première question. Dis-nous tout. Comment tu as gagné de l'argent? On veut tout savoir. Moi, c'est pas fameux, hein. Quand on passe après Félix et ton podcast avec Xavier, c'est pas fameux. Faut savoir que ce que je gagnais, c'était environ 1 500 € par mois en moyenne pendant mes études. Et j'en étais très fier. Et je pense que pour des jeunes qui ont mon âge, j'ai 21 ans, ça peut être déjà aussi un premier palier. Donc voilà, je vais pas vous faire rêver avec des 10 000, 15 000 € par mois. Comment est-ce que j'ai gagné cet argent? À la sueur de mon front, juste en vendant mon temps contre de l'argent. Par contre, comme j'avais un temps limité, je me suis plutôt concentré sur le fait de trouver ce qui me rapportait le plus avec le moins d'efforts pour pouvoir allier les cours et les plusieurs emplois du temps, quoi. Donc, ce qui se passait, c'était que pendant l'été, je trouvais un CDD de 35 heures, normal, classique. Ensuite, j'ai donné des cours en ligne à hauteur de il y a eu des moments où j'étais chaud, je faisais 20 heures par semaine en plus, puisque Mhm. l'avantage, c'est que c'est en dehors des horaires de bureau. Donc, j'enchaînais avec ça. Et j'ai eu un troisième job en parallèle où je dormais chez des personnes âgées et je leur tenais compagnie, je leur servais le repas, je les faisais à manger. Et ça me faisait quelque chose comme 50 € par nuit. Et c'est comme ça que pendant mes mois de cours, j'arrivais à vivre comme il fallait et qu'en dehors, je me faisais un gros bonus pour la transition est toute faite pour investir, quoi. Bon, très bien. Bah, attends, on va s'installer un petit peu. T'es encore en master ou t'as terminé tes études? Enfin, tu fais quoi comme Je suis en quel études de parcours? médecine. Là, j'ai pris une D'accord? année de césure, c'est-à-dire que c'est pas sabbatique, il y a un prétexte un peu universitaire pour ensuite reprendre ma quatrième année. Les études de médecine, c'est les 3 premières très théoriques, et ensuite, à partir de la quatrième, on en a 3 de pratiques, où on prépare un deuxième concours, et une fois qu'on a ce concours, on choisit sa spécialité. Donc, j'en suis là. T'as, t'as eu la première année du premier coup? Ouais. Ah, Alors, je t'es sais une pas si tête. c'est de la chance, parce que moi, j'ai peut-être ce réflexe-là de le mettre sur de la chance, mais je suis arrivé au moment de la réforme, ce qui a fait Mhm. que j'étais plus en compétition avec les redoublants. Et psychologiquement, je pense que ça m'a beaucoup aidé de me dire, je suis avec des gens qui ont mon niveau et qui ont 1 an d'avance. Donc, je me suis pas Mhm. juste, enfin voilà, je me suis pas laissé abattre, et puis j'ai foncé. Ah, d'accord. Bah, donc, t'as fait le plus difficile, en fait, en médecine. Donc, t'es avant la quatrième année. Donc, ça veut dire que t'es avant l'internat? T'as pas fait de... L'internat, c'est à la toute fin. Là, Ouais, officiellement, je suis externe, puisque ma césure, ouais. je l'ai fait en tant qu'étudiant en quatrième année. Mais non, dans les faits, je ne l'ai pas commencé. Ouais, mais donc ça veut dire que tu as une bonne capacité de travail parce que la médecine, c'est quand même quelque chose qui est très exigeant. Donc le fait de trouver du temps à côté, comment tu fais? T'as une bonne hygiène de vie? Tu arrives à te concentrer très fort? Comment ça marche? Alors, malheureusement, j'ai perdu la capacité de me concentrer très fort. En première année, j'avais un rythme, c'est mon rêve, hein, d'y retourner. J'ai été concentré, je faisais. Alors, déjà, je me suis mis à mon rythme. J'ai eu plein de moqueries sur ça. Je me levais à midi, je commençais à bosser à 14 heures parce que le réveil, c'était un truc qui me mettait KO. Donc, si Mhm. j'évitais les réveils, pas de problème. Et par contre, je bossais de 14 heures à quelque chose comme 20 heures. Je mangeais 1 heure. Et ensuite, je travaillais jusqu'à 3 4 heures du mat, quoi. Mais j'étais à mon rythme, Ok, une locomotive, j'étais pas dérangé et tout allait très bien. ok.
Et aujourd'hui, donc aujourd'hui, maintenant, tu t'es mis plutôt à full time. D'ailleurs, pourquoi tu as pris une année de césure? C'est parce que tu voulais tester vraiment l'entrepreneuriat ou c'est plus pour voyager? C'est quoi l'idée? Alors, il y a eu beaucoup de raisons. Il y a eu une raison qui fait que j'ai commencé à douter de la médecine. C'était un milieu très où, je sais pas comment dire, il y a plein de jeux de pouvoir et j'ai découvert ça et j'étais super naïf. Pour moi, la vie, c'était les plus intelligents et les plus gentils qui gagnaient. Et en fait, pas du tout. C'est qu'on arrive dans un monde où des gens se battent pour avoir un certain statut. Quand j'ai appris que un professeur qui donnait des cours, il était payé quelque chose comme, je sais pas, 5 000 à 6 000 € par mois, qui était déjà bien contre un médecin qui était à 4 000. Pour moi, un professeur, c'était, quand on me parlait de salaire à 30 000 € par mois, c'était les professeurs uniquement. Donc Mhm. déjà, ça m'a un peu refroidi. Et puis le fait de ne plus avoir le temps de bosser à côté, puisque l'externat, c'est très exigeant, c'est 1 semaine sur 2 à l'hôpital, et peut-être, enfin, c'est ouais, 2 tiers du temps à travailler. Donc on se retrouve avec un emploi du temps qui est plus que rempli. Et là, je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir continuer à bosser en parallèle. Donc, pour des raisons financières, il serait intelligent aussi que je vois si je peux pas faire autre chose à côté, voire même me réorienter en école de commerce, qui était une possibilité que j'avais. Mhm. Ok, donc t'es t'es en phase de transition. Ça s'arrête quand la phase de transition? Tu viens de commencer l'année de césure ou ça veut Non, dire je que l'ai c'est en commencé septembre, tu dois être décidé? Ouais, c'est ça. En septembre, je reprends. D'accord. Donc, on verra ce que ça donne. Je pense que je suis plutôt parti pour reprendre parce que Ouais. justement, avec tout ce que j'ai pu voir, j'avais fait un double cursus recherche aussi pendant ma deuxième année que Mhm. j'ai arrêté parce que la recherche, c'est la pire des choses. Enfin, t'en parles vite fait, donc tu dois connaître. Et quand j'ai découvert oui, tout ce qui était lobbyisme et tout, c'était très dur. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et tout ça pour dire, je ne me rappelle plus. Euh, mince. Tu te diriges vers une reprise de tes études en Oui, septembre. la santé, voilà, je pense que c'est quelque chose c'est bien de ne pas le mettre entre les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et qui d'autre que moi pour gérer ma santé et celle de ma famille par la Mhm. suite. C'est aussi ce que Mhm. je vois. Tu vises quoi comme spécialité? T'as réfléchi un petit peu ou tu veux être généraliste ou qu'est-ce qui te plairait? À tête reposée, je dirais généraliste, puisque généraliste, tu peux tout faire, tu as des DU, tu peux te spécialiser sur un peu tout, et très rapidement, tu peux avoir des compétences qui sont reconnues et recherchées sans trop de problèmes. Tu peux faire vraiment ce qui te plaît, de l'hypnose, de l'acupuncture, des trucs totalement euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et d'un autre côté, j'hésite avec cardiologue, comme ils ont augmenté le nombre d'années d'études pour faire généraliste, c'est 10 ans maintenant. Pour 1 an de plus, tu fais cardiologue et tu es payé 2 fois plus, quoi. Une consulte en Ouais. médecine générale, c'est 26,50 €. En cardio, c'est 52, 53. Ouais, il faut regarder ça en fait parce que c'est vrai il y a pas mal de gens qui abordent la médecine avec cette idée je vais me mettre au service des autres, je vais sauver les gens et tu te retrouves effectivement avec des généralistes qui travaillent énormément et qui ont une charge de travail comme s'ils étaient entrepreneurs et je crois ils doivent gagner 8 euros sur la consultation à 25 euros et en fait c'est pas rassurant parce que quand tu sais que le gars qui est responsable de ta santé, il est éclaté parce qu'il dort pas assez, parce qu'il a des horaires énormes, et en plus qu'il gagne pas tant que ça, faut regarder ça. Hein. Donc, Ben, là, moi, j'ai essayé de créer 2, 3 trucs. Faut savoir aussi que je suis pompier. J'ai été pompier avant d'être étudiant en médecine. Donc, j'ai continué ça pendant mes études. Et ça a été aussi une source de revenus dont on ne parle pas. Pompier volontaire pour un jeune, c'est parfait. Je faisais 300 à 400 € par mois en donnant de mon temps. Certes, il y avait des soirs où, du coup, bah, je sortais pendant la nuit, je dormais pas beaucoup. Mais il y a le point de vue d'un côté humain, c'est génial. Ensuite, d'un côté financier, bah, ça nous aide. Et je ne regrette pas du tout. J'ai appris tellement de choses. Il n'y a rien à dire dessus. Donc, j'ai essayé de créer un compte Instagram. Et c'est là où j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux, où j'ai voulu parler de mon aventure en tant que médecin pompier, qui était un nouveau mhm. grade qu'on m'offrait. Un grade euh, un peu chéri, les officiers, etc. Et je me doutais qu'il allait y avoir 2, 3 petits problèmes. Et je me suis heurté à plein de jeux de pouvoir, encore une fois. Mais tout ça pour dire que oui, la santé, c'est compliqué. Et les pompiers, c'est la même chose. Ils dorment pas beaucoup. On leur en fait enchaîner des heures. Donc parfois, il se passe rien, c'est génial. Mais dès qu'on les fait travailler, il n'y a pas tellement de repos de sécurité, ce qui m'est déjà arrivé.
Et puis pour essayer de gagner de l'argent un peu côté entrepreneur, c'est difficile. On nous ferme toutes les portes avec tout ce qui est les jeux d'ordre, ordre des médecins, etc. C'est compliqué. Ouais, ouais, fais gaffe à ce que tu dis. Parce que tu peux te retrouver effectivement dans des situations où on va te reprocher de pas bien incarner le corps du métier. Il faut faire assez attention à ça. On peut passer à l'investissement si tu veux. Donc, ça veut dire que Ouais. tu as commencé à investir tôt et ça, c'est vachement bien. Comment tu t'es orienté vers cet univers? Comment est-ce que tu as découvert le monde de l'investissement? Là, ça va être le moment d'être sérieux, les amis, parce que c'est bien gentil de regarder des gens qui sont sur le chemin d'une carrière fructueuse, mais vous, qu'est-ce que vous faites en attendant? Vous avez intérêt à commencer à investir. Et si vous voulez le faire bien, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et comme c'est un lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés sur vos premières transactions, ce qui est chouette. Par ailleurs, si vous voulez rentrer dans un univers de contenu exclusif, la série Entreprendre pour investir plus, la série sur le portefeuille alpha où je documente la construction d'un portefeuille que seuls les membres de cette page connaissent, les FAQ, vous me posez toutes vos questions et je vous réponds en vidéo, et bien sûr les mini-guides des documents à télécharger, tout ce contenu exclusif pour seulement 3 € par mois, le prix d'un café. Et maintenant, place à la suite de l'entretien. Eh ben, c'était entre mes 2 premiers semestres de médecine. Je m'ennuyais un peu. C'était vraiment la période où tu commences à reprendre les premiers cours, peut-être même avant, et bah, tu n'as pas grand-chose à faire. Ça y est, tu as passé ton premier concours. Et je tombe sur une vidéo, je ne me rappelle plus qui c'est, vraiment, je ne me rappelle plus, mais c'était du genre sur la plage à Bali, un ordinateur. Moi, j'ai investi dans les entreprises. Et ça a été mon premier pas dans ce monde-là. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je connaissais déjà cet univers-là. Mes parents m'avaient parlé d'un investissement qu'ils avaient fait sur EDF à l'époque de l'introduction en bourse. Ils avaient gagné un peu, mais comme ils n'avaient pas d'économie, ils avaient dû revendre. Donc ça s'était bien passé, mais ils s'y étaient jamais retournés. Et du coup, ça a fait écho. Et ça me rappelait tout ce que me disait mon père, qui était en fait très au courant, très extérieur à tout ça. Donc il avait une bonne lecture du monde, mais il n'y participait pas. Donc, il me disait que les riches, bah, ils faisaient avec leur argent, ils faisaient encore plus d'argent, que c'était dans les crises que les fortunes se créaient, etc. Et du coup, il y a tout qui s'est mis en place, comme un puzzle dans lequel ben, on a trouvé la dernière pièce et tout se met bien. Et du coup, j'ai commencé à regarder, consommer du contenu. J'ai regardé les dividendes, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Puis, tiens, on peut faire un peu mieux. Tiens, c'est plus intelligent de faire ça. Oh, tiens, on peut optimiser. Je suis fan d'optimisation, donc j'ai commencé à consommer. Et pas longtemps après, peut-être un mois, j'ai ouvert mon PEA dans la pire des banques, avec des frais qui étaient bah, tout au maximum. Et puis, ça m'a quand même servi à apprendre. J'ai mis le pied à l'étrier. Et puis, bah, depuis maintenant, j'ai quelque chose comme 37 000 € investis, quoi. Ah, c'est vachement bien à ton âge. T'as investi quoi? T'as investi l'argent que tu gagnais à côté, de l'argent que tu avais économisé? Comment tu t'en es sorti? Ouais, je me suis mis à gagner plus, tout simplement parce que quand j'ai commencé, je devais avoir 2000 € sur mon compte, hein, pas grand-chose. C'était mon dernier salaire, un job d'été. J'avais 2000. Bon, ben, j'ai mis 100 €, puis j'ai augmenté. Et tiens, c'est intéressant. Et puis petit à petit, je me suis mis à beaucoup épargner. Et autant je suis, je pense, l'un des plus mauvais invités que tu auras sur cette chaîne pour ce qui est de gagner plus. Par contre, pour ce qui est de économiser plus, je vis sur Bordeaux avec 550 €, quoi. Mhm. Et puis pas mal, tu vois, je me fais plaisir, j'ai mes vêtements qui me plaisent, je suis bien assuré, il n'y a pas de souci. Je pense que par contre, oui, j'économise bien. Mhm. Comment tu fais? C'est quoi tes petits hacks d'économie? Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux partager? Bon, après, il va y avoir les trucs basiques que je recommande plus ou moins, parce que je suis assez mauvais là-dedans, mais c'est rechercher toutes les aides. J'ai découvert qu'il y avait les APL. Alors, c'est pareil, Mhm. mes parents qui sont très extérieurs au système, classe moyenne de base, ils ont droit à pas grand-chose, donc eux, ils pensent à rien. Et j'ai découvert j'avais les APL. C'est à peu près la moitié du Mhm. loyer déjà en moins. Il y a la mutuelle, la CMU, la Mhm. complémentaire santé universelle. J'en ai entendu parler vite fait en médecine. Je ne me suis pas posé plus de questions. C'était pour les personnes dans le besoin. Et puis, autour d'une table, c'est ça, quelqu'un qui me dit, mais au fait, c'est pour les 18-25 ans aussi. Ah oui, bon. Se renseigner sur ce Mhm. genre d'aide. Ensuite, bien manger quand même. Je fais attention, je bouffe du poulet, je mange des légumes, etc. Juste, bah, j'achète en gros, j'achète intelligemment.
Et je pense Mhm. que tu peux déjà bien vivre sans trop te priver, juste en dépensant intelligemment. Les Mhm. barquettes de poulet de 200 grammes à 18-20 € le kilo, bah, il suffit de prendre 600 grammes à 10 € le kilo et c'est déjà moitié 50% d'économiser pour tout autant à manger, quoi. Mhm. Et Ok, après, donc rationner, choisir. c'est ça, faire attention. Après, voilà, j'ai pas non plus une vie. Je suis pas trop extravagant. Je roule en AX, une petite voiture qui a 30 ans Mhm. et qui me fait pas de Je vois dépenses. très bien ce qu'est la X. Je l'adore. Elle est géniale. Et tu arrives à la redémarrer. C'est parce que c'est avec un starter ou pas? Ouais, c'est avec le starter et j'ai aucun Ouais. problème. Elle roule super bien. Il y a eu quelques petits trucs mécaniques, par exemple le câble compteur qui fonctionnait plus. Donc j'avais pas ma vitesse, j'étais obligé de rouler avec Waze. Mais c'est des petites dépenses, 40 € le câble. Bon, tu connais un garagiste ou tu fais ça toi-même. En plus, c'est que de la mécanique, donc ça se fait tout seul. Pour apprendre la mécanique, c'est génial. Et apprendre à Mhm. avoir sa première voiture, pareil. Je stresse pas quand je me gare. Le pire qui puisse m'arriver, en fait, ce serait que j'abîme la voiture d'un autre, quoi. Donc, Mhm. Absolument, tout à fait. Bon, très bien. Et aujourd'hui, alors, donc ça veut dire que ça fait combien de temps que tu as commencé à investir? Ça fait 3 ans, 3 ans du coup. On est en 2024, c'était en janvier 2021, ça fait 3 ans. Ah, donc tu t'es tapé une. Non, 2021, c'était bien. Ouais, C'était une année qui était très bien. C'est 2022 qui était un peu plus désagréable. ouais. Et d'accord. J'ai découvert ça sur le PEA. J'avais investi toutes mes liquidités. Quand ça commençait à baisser, j'investissais. Et on a reperdu 20 ou 30%, non, 20% de plus derrière. Et là, je me suis posé la question enfin, c'est dommage, tu vois. Si j'avais Mhm. attendu un peu ou si j'avais pas été aussi, je sais pas, aussi pressé, j'aurais pu avoir un meilleur point d'entrée. Puis j'ai appris quelque chose en plus après, avec le temps, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, tu décrirais que c'est quoi ta stratégie d'investissement? Je suis passé sur du quality, ce qui veut tout dire et rien Mhm. dire, mais je fais très attention à l'analyse fondamentale. Et là, ce que je suis en train de faire, j'ai à peu près 20 positions en portefeuille. Je suis en train de réduire au maximum parce que j'ai encore des positions que je traîne parce qu'il y avait un beau dividende, Ruby par exemple. Euh, Mhm. bon, je voyais, pour moi, ça continue d'augmenter, donc pourquoi est-ce que ça baisserait? Ben, en fait, parce que les marges, etc., enfin, c'est compliqué. Donc, je suis en train de choisir quelles entreprises je dégage. Puis ensuite, j'ai fait un tri un peu plus important, plus sélectif, en prenant même les belles boîtes américaines. J'avais par exemple regardé Accenture, qui était une boîte que je trouvais sympa, qui était dans les logiciels. Et finalement, elle était moins bien que d'autres. Donc, je trie. J'en ai deux, je choisis laquelle. LVMH, Kering, les deux sont super, je choisis lesquels. Enfin, du coup, Mhm. moins super maintenant que j'ai bien mis le nez dedans. Euh, mais donc, ouais, je fais très, très attention et j'essaie de me concentrer pour reconnaître au mieux mes actions. Pour l'instant, c'est un projet, disons-le, hein. Je ne suis pas spécialiste de quelconque action, mais je tends vers ça. Mhm. Tu sais, j'ai l'impression que tous les investisseurs qui se lancent aujourd'hui deviennent des investisseurs qualité. Et c'est un truc, ça m'inquiète un peu parce que déjà que la base de l'investissement qualité, c'est t'es prêt à payer un premium pour avoir une boîte qui est parfaite au niveau de ses finances. Si en plus tu as le fait que l'approche qualité devient hyper tendance, et je te dis ça, moi je suis aussi à fond dans cette approche qui me plaît bien, mais je me dis pour anticiper un petit peu, il faudrait peut-être re-regarder ce que c'est que l'approche value et regarder ça de plus près pour anticiper la suite, parce que c'est possible qu'on ait au bout d'un moment un retournement, mais j'hésite parce que tu vois, enfin, les dernières fois où ça m'est arrivé, c'est quand j'ai renforcé Microsoft il y a pas longtemps en me disant mais qu'est-ce que c'est haut déjà, et en fait ça continue à tracer vers le haut, pareil pour Mastercard, donc tu as l'impression que c'est vraiment bête de pas investir là-dedans, mais j'ai toujours un peu dans la tête le fait que ok, c'est les meilleurs, mais si tout le monde l'a compris et tout le monde fait ça, ça peut quand même se retourner. C'est quelque chose auquel tu penses ou t'es confiant? Non, du tout. Je me remets beaucoup en question et c'est sûrement mon principal défaut. J'avais commencé à bien réfléchir là-dessus. Par rapport à Ruby, Ruby, Kering, c'était des entreprises que j'ai beaucoup étudiées. J'ai fait des exercices d'analyse d'action, des PDF de 4-5 pages. Donc, pour certains, ce ne sera pas énorme, mais je pense que c'est déjà plus qu'une majorité d'investisseurs. Je regardais, je comparais. Et au final, ce qui en est ressorti, et j'ai beaucoup regardé les vidéos de Xavier sur Zone Bourse,
c'est que le marché a quand même toujours raison. Et le marché a toujours raison. Donc, si je me mets à acheter du Kering parce que, en fait, ça devient très vite personnel. J'achète du Kering parce que je suis persuadé que ça va remonter. Je me convainc que les autres ont tort. Et je pense qu'on entre dans une psychologie qui est malsaine. Donc, même Mhm. si c'est peut-être vrai et qu'il y a un premium et un discount et que les deux, en fait, font que l'écart n'est pas justifié, je ne prendrai pas le risque encore, même si j'ai des petites sommes, parce que je ne suis pas assez confiant, j'y connais pas assez. Mhm. Pas assez confiant, donc pour te dire, j'ai vu un truc que les autres n'ont pas vu, et donc je vais mettre une. Ouais, je vois bien. Parce que Ouais. Ruby, j'avais bien analysé les comptes et en regardant ce que vaut le- les capitaux propres, ouais, je crois qu'ils avaient plus de capitaux propres que leur valorisation boursière. Enfin, il y avait quelque chose comme quoi, si on liquidait l'entreprise, ben, en fait, je crois qu'on gagnait 26 euros par action, alors qu'elle ne cotait que 24, 23 euros. Sauf que rentre en compte en fait toute l'analyse comptable qu'il y a derrière. Si ça vaut plus, est-ce qu'ils n'ont pas surestimé une marque et le fait de la vendre, ben, on perd tout ce qui va avec. Est-ce qu'ils n'ont pas surestimé un portefeuille client qui ont confiance que dans les PDG? Les PDG sont en commandite, donc ils sont responsables indéfiniment. Enfin, leur patrimoine, c'est les actions. Et ça fait plein de choses en fait, plein d'inconnus qui font que si je me base que sur ça, il y a quand même une part de risque énorme. Alors que si je rejoins comment ça s'appelle? Une sorte d'investissement qualité. Je suis plus certain et je peux dormir avec une baisse de moins 30% parce que les PER dégringolent. Ouais. Non, c'est bien, t'as pas fait t'as pas fait trop longtemps l'erreur du débutant que j'ai traîné longtemps. Parce que pour moi, être intelligent et être contre-intuitif, c'était se dire je moyenne à la baisse. J'ai vraiment fait ça pendant longtemps, tu sais, du type ça descend, c'est chouette, je rachète, j'ai peur de rien et tout ça. En Sur fait, les c'est bancaires, comment? par exemple. Sur les bancaires, par exemple. J'ai pas tellement fait ça sur les bancaires, j'ai fait ça sur des grosses boîtes à dividendes classiques, tu sais, où tu te dis c'est cool, ça a baissé. J'ai fait ça pendant un moment sur Realty Income ou ce genre de boîte. Tu te dis c'est cool, ça a baissé. Et puis ce qui change, c'est quand tu commences à prendre des benchmarks, quand tu commences, enfin je trouve, à comparer les positions que tu as en portefeuille avec le coût d'opportunité que tu as si tu avais investi dans les meilleurs. Mais tu mets longtemps en fait, tu te dis c'est intelligent de renforcer quand ça baisse, alors qu'en fait c'est contre-intuitif, mais il faut plus renforcer les meilleurs et couper les moins bons. Donc tu es en avance Là, je suis là-dessus. pas tellement d'accord non plus sur ce genre de discours. C'est que Realty Income, c'est dans l'immobilier et l'immobilier, c'est cyclique. Donc, forcément, avec tout ce qui va être hausse de taux, etc., inflation, donc pouvoir d'achat des locataires, enfin, il peut y avoir plein de problèmes. Mais si tu es conscient de tout ça quand tu investis déjà, tu te dis en effet que tu investis à la baisse et que ça devrait remonter quand tout repartira. Oui, bien sûr que ça va remonter, mais c'est pour ça que c'est cool de mettre un benchmark Mais et quand tu compares ça. le benchmark, il est que sur un an. Ce qui fait que peut-être que sur 5 ans, en fait, ta stratégie, elle aurait été plus ou moins équivalente à un Microsoft où actuellement il fait 100% en 3 mois, alors qu'il va dégonfler dans peut-être un an. Je me dis qu'il y a Non, je peut-être te ce parle plus biais-là. de prendre le vrai long terme, tu vois. C'est tu te dis, je compare Realty Income au SP500 sur le long terme, et là tu te rends compte que tu vas avoir un coût d'opportunité de dingue en restant dans une boîte comme ça. Et c'est maintenant je fais tout le temps ça. C'est si je décide de faire un switch dans mon portefeuille, je vais aller seulement vers des choses qui me donnent la certitude que ça va pouvoir battre l'indice. Parce que c'est trop bête en fait d'avoir en portefeuille fait le choix, fait un stock picking d'une boîte qui montre tous les signes qu'elle va pas être capable de surperformer l'indice. Maintenant, je fais très attention à ça. Tu vois, c'est une des premières choses que j'ai faites. Je me suis rendu compte que le plus simple à faire, c'était de regarder les courbes des actions que tu achetais. Par exemple, j'ai Pernod Ricard que actuellement je veux vendre parce que je me rends compte qu'il y a mieux et que j'ai pas forcément envie d'être investi dans les alcools. Mais elle a une courbe qui est très propre, exponentielle, il y a peu d'accidents. Et je pense que ouais, pour commencer à investir, c'est bien de regarder les courbes. Mais ensuite, je me suis fait avoir avec Téléperformance où la courbe était magnifique. Et puis en fait, on est descendu. Et la question, c'est est-ce que ça va vraiment repartir? Ou est-ce qu'on a vraiment fini on dégonfle une bulle peut-être? Est-ce ouais, on n'a pas fini de jouer, de tirer tout ce qu'on avait de cette boîte? Et là, ça, c'est une Mhm. autre question de se dire que, en fait, même quand on achète des boîtes qui, a priori, font mieux que l'indice,
Est-ce qu'on est vraiment sûr de faire mieux a posteriori? Est-ce que c'est vraiment intelligent de renforcer une baisse et puis si oui, jusqu'à quel seuil? C'est des questions que je me pose encore. Tu t'es fait un équilibre action ETF, comment ça se passe? Non, j'ai tout mis en action. J'ai juste un ETF pour. Je suis très très sécuritaire malgré le fait que j'investisse beaucoup et je suis en levier x3 d'ailleurs. Donc j'ai pris tous les conseils qu'on donne à tout le monde, je les ai jetés à la poubelle. Et ce que je fais, c'est que j'ai tout mis en action. J'ai un peu de mon levier que j'ai mis en obligation. Comme ça sécurise le portefeuille. Et j'ai mis au cas où si mon épargne de sécurité fond, au cas où si mes obligations, je ne peux pas les récupérer ou que l'échéance n'est pas encore arrivée, j'investis une partie en ETF, mais je le mets en une portion comme ça compte comme une autre action. Et j'essaie d'avoir 5-10% en ETF au cas où si j'ai besoin de vendre, ce serait censé être moins volatile. Quand tu dis que tu es en levier x3, c'est-à-dire que tu as emprunté 3 fois la taille de ton portefeuille? Ou Ouais. comment et Bah, comment tu as fait? alors, je ne suis pas passé par mes courtiers, j'ai juste fait des prêts étudiants classiques. C'est que j'ai un tableur sur mon PC avec le patrimoine net et mon patrimoine brut. Et là, j'essaye de mettre des défis. Tiens, j'aimerais arriver à tant, doubler tous les 1 an minimum. Tiens, c'est ce qu'on ne pourrait pas aller plus vite. Pour aller plus vite, je me rends compte qu'il faudrait que j'ai plus de patrimoine brut. Une fois que j'ai plus de brut, forcément, le net devrait augmenter exponentiellement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des prêts étudiants à des taux avantageux, 0,8. Le dernier que j'ai fait, c'était 2,2, 2,3. Et ensuite, j'investis. Et en plus, quand tu as des taux aussi bas, tu vois, j'ai mis 10 000 euros sur un LEP qui est encore à 5% et qui me paye tous les intérêts de mon prêt, sachant que j'ai mis un différé de 4-5 ans, ce qui me permet d'investir et d'avoir des fruits ensuite à redonner à la banque, quoi. C'est original ça. Ça c'est très malin. Ouais. Comment t'en es venu vers là? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors, je suis passionné d'investissement et ce que je veux, c'est faire de la performance. Et quand je me suis rendu compte, ou bref, quand j'ai réalisé que j'avais un placement qui allait me rapporter plus que ce que je devais si j'empruntais, vision long terme, je vois à 70 ans, je me dis, en fait, peut-être qu'actuellement, ça va être inconfortable. C'est comme ça que je me suis mis à bosser plus aussi. J'ai eu un prêt étudiant qui m'a fait fois 50% mes dépenses. Donc, je me suis mis à travailler plus, etc. Mais je partais du principe que même si mon investissement se cassait la gueule, je travaille, donc j'arriverai à le rembourser. Et si au contraire, tout se passe bien, tant mieux. J'ai des investissements qui ont fait que courbe exponentielle, intérêt composé, sauf qu'au lieu de commencer avec 2 000 euros en tant que petit étudiant fauché, je pose 20 000, 30 000 sur la table, ce qui devrait me faire accélérer et me faire gagner quelques années. Ah, bien joué. Et t'as négocié tes prêts tout seul? Ou c'est des procédures en ligne ou comment t'as fait? Ah oui, non, je suis allé en banque, j'ai demandé, je me suis renseigné. Il y a plein de choses à savoir sur les banques. Il y en a qui vont te demander des justificatifs, d'autres non. Il y en a qui vont prendre une garantie sur le. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait ça sans mes parents. Donc, je n'ai pas de garantie de caution de mes parents. C'est vraiment en totale indépendance. Et il y a des banques, en fait, chez qui tu n'as pas besoin d'avoir une garantie. Tu as le prêt étudiant garanti par l'État. Donc, tu as BPI France qui te prend une caution que tu vas payer avec ton prêt. Donc, ça reste plus ou moins à l'équilibre. Et puis ensuite, il suffit de négocier et de trouver les taux les plus intéressants. Ouais, c'est super malin. C'est super malin parce que même si tu décides de rembourser avec l'argent que tu gagnes au fur et à mesure, vu qu'il y a de l'inflation, de toute façon, l'argent que tu as emprunté, le taux est grignoté, donc c'est une bonne idée. Et pourquoi est-ce que tu t'es dit c'est pas risqué? Parce que tu vois, la plupart des gens, ils vont être face à cette possibilité et ils vont se dire mais non, mais c'est trop dangereux, c'est beaucoup trop risqué. C'est parce que tu as peu d'aversion au risque, c'est parce que tu as confiance en toi. Qu'est-ce que tu t'es raconté pour oser faire un truc comme ça? Je sais pas. Moi, je me considère comme très averse au risque. Je me rends compte que les crypto-monnaies, je mets un. Après, c'est différent, c'est que je mets un orteil dans l'eau. Pour certains, j'ai fait un all-in, j'ai 1700 euros en crypto-monnaie. Pour moi, c'est juste, je trempe le doigt dans l'eau. Mais en termes de pourcentage, je suis exposé qu'à 10% de ce que j'investis. Et c'est un peu moins de mon patrimoine total. Donc, je vois beaucoup en pourcentage. J'ai une vision très rationnelle, très mathématique sur du long terme comme ça. Après, ensuite, en investissant, je suis comme tout le monde, j'ai aussi les émotions qui rentrent en compte. Le moins possible, je l'espère, mais j'ai ça.
Par contre, sur un tableau Excel, je suis à l'aise. Et je pense que c'est ça Mhm. qui m'a aidé. C'est que je me suis dit, déjà, il y a l'inflation. Un prêt à 0,80%, ben, en fait, autant même si je le dépense maintenant et que je pars faire un voyage, c'est pas perdu. J'arrive, j'ai fait des choses, j'ai pris des mensualités intelligemment, donc c'est 250 euros par mois. Je ne vais pas mourir, voilà. Dans le pire des cas, je suis étudiant en médecine, je peux essayer de gérer sur le fait de, bon, ben, vous comprenez, mes études. Ouais, je pense que je m'en suis toujours bien sorti et Mhm. ouais, mon risque est différent. Je le place ailleurs. Pourtant, je suis très averse, mais ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Ce qui me fait peur, en fait, c'est peut-être aussi le fait de pas être, de pas avoir la vie que je veux, d'être bloqué, Mhm. de devoir faire attention à ce que je fais. Excellent. Très intéressant. Tu sais, j'ai commencé en te posant la question comment tu as gagné de l'argent. Et si je te demande comment tu te projettes, là, qu'est-ce qui te ferait, qu'est-ce que tu aimerais construire, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu as envie de créer? Ça, tu me poses la pire des questions, là. Et moi-même, j'y réfléchis depuis des semaines, des mois, je sais pas. J'ai une sorte de malédiction, c'est que j'ai toujours pu faire ce que je voulais. Ça, je m'en suis toujours rendu compte. Déjà, j'ai choisi médecine, il faut le savoir. C'est pas parce que mes parents sont médecins, pas parce que j'ai toujours voulu sauver des gens, parce que ça me ferme pas de porte. Médecine, tu peux faire du droit en médecine, tu peux faire du commerce, euh, tu peux faire ambassadeur, enfin, tu peux tout faire. Donc, j'ai choisi médecine pour ça. Et là, je ne me vois pas dans un cabinet à consulter, je ne me vois pas à faire du commerce dans une boîte, je ne sais pas, je ne me vois pas en fait. C'est un gros problème que j'ai. Et est-ce que tu as eu ce problème-là, toi? Parce que tu as quand même fait, tu as un doctorat, c'est quoi, 6, 7 ans aussi, non? Ouais. Moi, j'ai subi la première partie de mon parcours. Vraiment, parce que justement, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas où je voulais aller. Donc, ça veut dire que j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai eu beaucoup de retard à l'allumage, dans le sens où j'ai pas fait marcher les intérêts composés au niveau des compétences. J'étais un peu éparpillé. Et donc, quand j'ai commencé à faire mon doctorat, là, pour le coup, je me suis dit, à partir de maintenant, tu vas à fond dans ce domaine-là. Et j'ai vraiment réalisé que tu pouvais avoir un véritable effet cumulé là-dessus. À savoir, tu prends un domaine, tu le ponces, tu le ponces, tu le ponces, tu creuses. Et il faut se dire que les gens vont jamais acheter chez quelqu'un qui est bon partout. Ils vont acheter chez quelqu'un qui est excellent quelque part. Donc, c'est quelque chose qui me motive à me dire, tu vas creuser, tu vas approfondir, tu vas développer. À côté de ça, tu le vois, j'ai la chaîne sur laquelle on est là, c'est un side business. Mm. C'est quelque chose que j'ai créé à côté parce que ça m'a plu. Et après, c'est une question de répartition du temps. L'idée, c'est que tu vas pas en allant à fond dans une discipline, dans un domaine, tu vas pas te fermer de porte. C'est pas ça qui va se passer. C'est que tu vas devenir très bon dans un domaine et tu vas pas apprendre seulement ce domaine, tu vas apprendre la rigueur. Et cette rigueur, ces méthodes, mais t'as l'air d'avoir déjà ça. Hein. C'est cette rigueur, cette méthode de travail. Après, quoi que tu veuilles faire, tu vas pouvoir le faire plus rapidement. Par contre, je pense qu'il faut faire attention à pas non plus trop s'éparpiller, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui, tu sais, des parcours du type mention très bien au bac, ensuite j'ai le concours de Sciences Po, je trace, ou alors je vais à l'école normale supérieure, je trace, etc. Et puis au bout d'un moment, les gens commencent à perdre du temps, perdre du temps, perdre du temps, et ils se font rattraper par des gens qui étaient peut-être moins talentueux, mais qu'on tracé comme ça la tête dans le guidon. Donc, même si on a envie de faire plein de choses dans différents domaines, gardez à l'esprit qu'il y a un véritable effet cumulé qui se crée quand on s'adosse à un domaine spécifique. Ouais. C'est un super conseil parce que j'avais fait une conférence en immobilier parce que bah, passionné d'investissement et passionné de levier. Moi qui n'ai pas d'argent, comment est-ce que je fais pour faire de l'argent? Et j'avais rencontré un gars là-bas qui m'avait dit ça, c'est en fait un intelligent assis ira toujours moins loin qu'un con qui marche, quoi. Et Mhm. c'est peut-être bête, hein, peut-être que c'est une phrase que tout le monde a entendue. Moi, ça a résonné à ce moment-là et je me suis dit, putain, ouais, faut que j'y aille. Et après, trop d'ouverture sur plein de choses. J'ai essayé le trading pendant 2 ans. C'est ça, en 3 ans d'investissement, j'ai essayé le trading, les obligations, le private equity, comment dire, l'investissement en bourse, que ce soit du fondamental, que ce soit du trend following. J'ai essayé les cryptos, j'ai essayé d'autres trucs à la con qui me viennent pas tout de suite, mais je m'éparpille et même pas parce que je me dis tiens c'est le nouveau,
j'ai pas le terme, enfin, c'est la nouvelle aura, c'est ça qu'il faut suivre. C'est par simple curiosité. Tiens, je vais aller voir ce que ça fait. Et je pense que c'est parce que j'ai toujours pas trouvé ma voie. L'immobilier, j'ai des projets en cours. Alors à date, il ne faut pas trop s'avancer. Mais si tout se passe bien et la banquière a l'air de dire que oui, on devrait être à 400 000 euros d'encours sur une SCI, ce qui me ferait, comme j'ai 50%, 200 000. Donc ça, déjà, tu vois, c'est génial. Et d'un point de vue froid, n'importe quelle personne me dirait, attends, c'est génial, tu es en train de me dire que tu as levé 200 000 euros pour toi tout seul, puisque c'est mon associé qui prend en charge tout le côté financier. Mais je ne le vois pas comme ça. Je pourrais me dire, je fonce et je fais que de l'immobilier puisque ça m'a déjà rapporté, mais je ne me suis pas assez épanoui dans le parcours. La bourse, c'est le seul truc où, quand je travaille dessus, j'ai l'impression de devenir meilleur, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une carotte à aller chercher, un truc sympa. Et peut-être que je dois faire confiance en un processus invisible et voir si oui ou non je serai meilleur. C'est peut-être un côté plus jeu qui m'attire. Et c'est ça où je sens que c'est ma passion. J'ai l'impression que je peux être meilleur que beaucoup de personnes. Par contre, derrière, ben, ça veut dire que je fais une croix en fait sur mon côté spécialisation médicale. Je fais une croix sur mon côté spécialisation en sport. J'ai de très bons résultats en sport aussi. Voilà, je suis trop éparpillé et je sais que je perds une quantité d'énergie folle, monstrueuse. Ouais, c'est intéressant. Parce que ça c'est vrai, hein, les études de médecine, c'est très prenant. Donc, il y a un moment où tu as vraiment des engagements. Ouais. Moi, je sais que j'ai jamais eu trop de soucis. C'est que dès le 2e semestre de ma première année, je faisais des formations pour être pompier à côté. Mais parce qu'au lieu de toujours être focus sur un truc, j'ai toujours tiré de la force d'avoir un réseau. Je dois avoir un réseau de connaissances et j'apprends moins que les autres. J'ai que 12 de moyenne en fait sur mes cours. Par contre, avec beaucoup moins d'efforts. C'est que je fais un réseau, j'apprends un truc, je le relie à tout ce que je fais dans ma vie autour. Et ça a bugué. Voilà. Je le relie à tout ce que j'apprends. Et donc, c'est comme ça, tu vois, que je me dis que j'ai peut-être un truc à jouer. Mais je me prive de plein de choses. Ouais, parce qu'après, quand tu commences à être interne, que tu te manges les gardes, que tu es dans une équipe qui compte sur toi, etc., c'est compliqué d'avoir véritablement une vie à côté. Après, il y en a, hein, il y en a qui sont brillants, qui sont capables d'être à la fois un bon médecin et d'avoir d'autres choses à côté. Donc, ouais, c'est intéressant. En tout cas, il faut le voir comme quelque chose de positif. Faut le voir comme quelque chose de positif, le fait que c'est drôle ce que tu dis, que tu as l'impression que quand tu veux un truc, tu l'obtiens. Ça vaut la peine de pousser le truc jusqu'au bout, quoi. De rêver plus grand, de te dire, bah, dans ce cas-là, je vais repousser mon niveau d'exigence jusqu'à ce que tu tombes sur un truc où tu te dis, non, non, là, je bloque. Il va falloir vraiment que je puisse dans mes retranchements et ça va te motiver. Ouais, tu vois, c'est peut-être ça que j'ai avec la création de contenu. C'est que tu as beau faire ce que tu veux, tu te rends compte qu'il y a plein de compétences qu'il faut développer. Être à l'aise à l'oral, être bon en montage, être intéressant. Je me suis rendu compte que j'étais pas intéressant. Et ça c'est difficile à entendre. Quand je parle, je me suis rendu compte qu'à la fin de la vidéo, même moi, tiens, en regardant après, je restais sur ma faim. C'est que je soulevais des trucs intéressants sans aligner les poussières pour montrer une direction. Donc, voilà, je sais qu'il y a plein de choses à aller chercher de ce côté-là, en effet. Et tu vois, je suis en train de le faire, c'est que j'ai soulevé des trucs et j'arrive pas à réaligner mes idées pour les remettre en place. Et voilà, la création de contenu, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs compétences à avoir et c'est là où je me dis, il y a gros à aller chercher, il y a une sorte d'indépendance. Il y a peut-être mon ego qui rentre en jeu et t'en parles beaucoup toi aussi. Se dire pourquoi est-ce que lui gagne 10, 100 000 fois plus que moi alors que il peut pas être 100 000 fois plus intelligent. Donc, c'est dire que dans ma façon de faire, il y a quelque chose qui merde. Faut te mettre un objectif, parce que là, tu le sais, en fait, tu as une deadline en septembre, donc tu te mets... D'ailleurs, je crois que tu avais fait une vidéo où tu t'annonçais ça. C'était quoi? C'était millionnaire avant 30 ans? Ou c'était quoi ton objectif? Non, même pas. Je crois que j'ai pas mis de durée. J'ai mis je suis le futur Warren Buffett. Parce que là, c'était un truc sympa. Je prenais un Excel, je montrais la courbe du patrimoine de Warren Buffett et je disais, regardez, je suis au-dessus, donc je suis le futur. Je sais que c'est déconnant parce que en fait, ça va me demander plein de choses et si je continue juste comme je suis, je vais faire une courbe toute droite parce que lui, il a vraiment fait du business derrière. Mais tu dois avoir ce problème aussi quand même. Te poser un objectif, surtout dans quelque chose de nouveau, c'est super compliqué. Là, j'ai sorti une formation pour aider les créateurs de contenu.
je me suis dit, attends, j'ai quand même réussi à faire 14 000 abonnés sur Instagram en 1 mois et demi, 29 000 sur TikTok. Alors, j'ai pris 3 mois pour faire les 800 premiers. Et ensuite, je suis arrivé à 29 000 en 2 mois. Je me dis, bon, il y a quand même quelque chose à faire, tu vois, je peux aider des gens. Et avant de sortir la formation, j'ai eu la question de enfin, je vais l'ouvrir à 10 personnes parce que ça va être un accompagnement complet. Est-ce que ça va être blindé, en quel cas je fais 1 000 euros et j'ai un super un bon lancement? Est-ce que je fais 0, en quel cas, quels sont mes prochains objectifs? Parce que j'ai fait une première vente de formation, j'ai gagné 245 euros. Et j'ai vu ta vidéo sur les orateurs augmentés. Ça m'a fait rebondir. Ta première formation, tu as fait 0, moi j'ai fait 245. Et pour moi, ça m'a pas, tu sais, j'ai pas eu ce côté de wow, c'est trop bien, c'est génial. C'était normal. Et j'ai 2 objectifs possibles. C'est soit gagner 1 000 euros par mois et ce serait déjà waouh, c'est génial. Soit 1 000 euros, mais en fait, c'est petits joueurs, il y en a plein qui font 10 000, donc je vise 10 000. Mais les deux me semblent à la fois inatteignables et à la fois petits joueurs. T'as pas eu ce problème quand tu t'es lancé, de dire lequel choisir? Est-ce que je rêve pas trop haut ou autre? Non, mais j'aime bien me mettre des objectifs. En fait, j'aime bien me mettre des objectifs. Le problème que j'ai, c'est que j'aime bien les débuts. Tu vois, si je te donne un équivalent dans un jeu vidéo, moi j'aime bien les jeux de stratégie, là, le tout début où tu as une petite tribu, tu même pas de maison, etc. Tu les envoies couper du bois. J'adore le début, tu sais. Tu commences et quand ça devient une espèce de gros empire où tu fais la guerre aux 5 continents, ça commence à me saouler. Donc je préfère les démarrages que les parties où tu es vraiment au top et tu dois, disons que la gratification nécessaire pour aller chercher le point supplémentaire, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est là-dessus que j'essaie de corriger mon travail, c'est que, tu vois, je vois que j'ai une chaîne principale sur YouTube qui a 460 000 abonnés. En fait, c'est là que je dois mettre des efforts. Mais les efforts que je mets pour avoir le point supplémentaire, c'est beaucoup moins excitant que les points que j'ai sur la chaîne business qui a une croissance beaucoup plus rapide. Et donc, pour moi, c'est ça le défi. C'est non, mais continue à faire marcher l'effet cumulé sur ta compétence de base. Tu consacres ton plaisir au projet annexe, mais le plus important, c'est que l'endroit où tu es capable d'apporter de la valeur et d'en créer aussi pour toi, tu dois mettre le gros de tes efforts là-dessus. C'est ça pour moi le défi. Après, oui, pour être motivé justement là-dedans, je me fixe toujours des objectifs. C'est en gros, je regarde le chiffre d'affaires que j'ai fait l'année prochaine et je dis, fais x2, quoi. Essaie de faire tout ce que tu peux pour faire x2. Et là, on est sur quelque chose de motivant. Et au fur et à mesure, tu ajustes, tu tentes des nouvelles choses et tu te formes, tu achètes des nouveaux outils. Et c'est une quête qui est agréable. Je sais que, par exemple, j'ai plein de questions qui m'arrivent dessus. Est-ce que ce que je le fais vraiment parce que j'aime bien? Est-ce que je ne suis pas tombé dans une course à la performance? Est-ce que c'est vraiment, là, tu parlais de faire grandir ta chaîne Business and News. Est-ce que ce ne serait pas en fait juste un sorte d'énième plaisir de petits fantasmes, alors qu'en fait, tu as déjà ce qu'il faut pour pouvoir vivre comme tu le voudrais? Il faut mettre toujours du sens dans les projets. C'est quelque chose qui est important. Et le sens, très concrètement, c'est les autres. C'est que tu te rends compte que le contenu que tu le fais pas seulement pour toi. Ça permet de motiver des gens. Tu sais, moi, j'ai souvent des trucs comme ça, de gens qui me disent, je me suis lancé grâce à toi, j'ai commencé grâce à toi, j'ai commencé à investir grâce à toi, etc. Donc, c'est ça le sens. C'est que tu sais que si tu as bien conçu le contenu que tu crées, chacun de tes contenus, ça permet de favoriser un écosystème qui ressemble au monde dans lequel tu as envie de vivre. Donc ça, c'est la question du sens sur le travail. Et puis par ailleurs, ouais, il y a souvent des gens où tu te dis, des moments où tu te dis, la vie c'est court. En fait, la vie c'est court et il y a un moment, il n'y a plus rien. Donc, est-ce que tu es sûr que les choses que tu es en train de faire, c'est ce que tu as envie de faire? Et c'est comme ça que je me relance à l'audace, je me reconnecte à l'audace de faire d'autres choses. Et puis également, c'est là que je me dis, mais c'est très important que tu sois efficace dans ton travail pour passer du temps avec ta femme et tes enfants. Moi, c'est quelque chose auquel je compte beaucoup et je considère qu'une grosse part du travail que je fais, c'est justement d'avoir de l'argent pour pouvoir donner une super vie à mes enfants, mais également d'avoir du temps
pour en passer avec eux. Là, demain, je vais aller chercher à l'école à midi et on va au ski, tu vois, et on va passer la semaine ensemble et là, je serai complètement focalisé sur eux. J'ai préparé du contenu pour une semaine pour avoir vraiment rien à faire pendant ce temps-là. Donc, ouais, pour moi, c'est important. C'est effectivement important de se dire, OK, tu as une excitation de la performance et du résultat. C'est super important de l'avoir parce que si tu l'as pas, tu vas avoir une vie qui est pauvre et d'autre part assez peu stimulante. Mais se demander effectivement au bout du bout, qu'est-ce qui compte? Et moi, en tout cas, mon truc, c'est ça, j'adore ma femme, j'adore mes enfants et j'ai envie qu'on passe du temps agréable ensemble. Ouais, je comprends. Mais déjà, j'aimerais juste te remercier d'ailleurs pour le contenu. J'ai pris ta formation, c'est Cash Flow, je crois que j'ai prise. Non, je crois que c'était une formation offerte avec une autre. En tout cas, c'est grâce à toi, tu vois, que je me suis lancé sur YouTube. Et j'ai quand même fait, pareil, mes premiers euros d'affiliation, ce genre de choses que je pensais pas possible. Donc, ouais, important d'être suivi et d'avoir des créateurs en fait qui font ce qu'on fait. Maintenant, est-ce que tu vois, enfin, ce podcast-là, est-ce qu'il te rapporte vraiment autant que le travail que tu y mets? Ou est-ce que tu penses que ça peut avoir un moment, une période où ça aura plus d'effet, plus d'impact sur ton business que ça en a actuellement? Un podcast comme ça pour te donner le business model. Alors il y a un truc, c'est du pur plaisir, tu vois. C'est que c'est plaisir essence, c'est que tu vois, c'est sympa d'avoir les gens qui mettent des commentaires sous les vidéos YouTube, mais ça m'intéresse aussi que des gens comme toi puissent venir et qu'on puisse avoir une discussion. Pour moi, c'est important de mettre des visages. À côté de ça, tu vois, il va y avoir des invités qui vont être des gens qui sont plutôt à mon niveau, des gens qui sont plutôt au sein de ma communauté. Mais l'objectif, évidemment, c'est au bout d'un moment de pouvoir faire venir les directeurs de telle ou telle boîte qui peuvent subventionner le podcast ou de trouver des manières de financer ça de manière ou d'une autre. Et par ailleurs, de façon beaucoup plus pragmatique en termes de création de contenu, t'as pas que le format long, t'as aussi tous les shorts que tu vas envoyer derrière. Et à la fin, je vais t'envoyer les rushs et tu pourras aussi faire des rushs avec tu pourras aussi faire des shorts avec le contenu. C'est intéressant d'avoir un contenu long qu'après tu peux redécouper en petits morceaux. Donc c'est quand même assez optimisé, mais il y a aussi cette dimension, c'est chouette de parler avec des gens. Ouais. Bon. Mais enfin, tu vois, là, tu m'as parlé de shorts. Je fais plein de shorts en ce moment et c'est pour ça que ma chaîne YouTube est en train de. Je suis à quelque chose comme 15-20 abonnés par jour. Quand on a même pas 1000, c'est Top. énorme. Mais par contre, les shorts, ça ne m'amuse pas. Je le fais parce que je sais que je suis bon et que j'ai des. Enfin, je suis bon. Non, même pas, je suis pas viral, hein. Mais je sais que c'est quelque chose que j'ai développé des compétences pour. Maintenant, ça ne m'amuse pas du tout. Tu vois, je trouve qu'on peut pas aller en profondeur, on peut pas expliquer des détails. Et les vidéos que je préfère faire, celles où j'ai l'impression de donner le plus de valeur, mais paradoxalement, c'est pas elles qui vont marcher le plus. Je crois Ouais, que c'est normal ça. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est va voir les gens qui font 20 000 vues avec un short sur TikTok et demande-toi est-ce que je pourrais pas casser le secret de cette performance. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est des trucs à la con souvent, tu vois. C'est ta capacité à commencer avec un petit détail où les gens se disent oh j'ai envie de connaître la suite, etc. Donc il y a un plaisir de la performance là-dedans et je pense qu'il faut prendre son plaisir aussi dans l'esthétique. Pas seulement dans le côté je vais développer des idées intéressantes, développer une esthétique, du rythme, du son. Et là, tu peux trouver des choses qui sont assez épanouissantes. Un autre truc, c'est donc si tu décides de faire un format podcast de ce type-là, ce qui peut te motiver, c'est de te dire, je vais me débrouiller pour, à certains moments du podcast, balancer des petits morceaux de bravoure. Donc, c'est-à-dire que tu te dis, il y a 2-3 moments où je vais mettre l'énergie à fond et je vais envoyer du discours pour, après, avoir des petits morceaux qui ont un potentiel de viralité. Et je trouve que c'est motivant, en fait, de se dire, ce format long, c'est une succession de petits morceaux de bravoure. Et là, tu te dis, c'est chouette. Quand tu fais un short, ça veut dire que tu as créé un morceau au sein du contenu long qui valait la peine. Ok, bah écoute, je me lance sur ça. Et là, j'ai une question qui me vient et qui m'est venue un peu plus tôt. Est-ce que depuis que tu parles d'argent, tu n'as pas eu tes stats qui ont quand même vachement augmenté ton chiffre d'affaires? Parce que j'ai une impression, après avoir fait déjà des petits sujets sur comment est-ce qu'on peut, des formations, voilà, je trouve que vendre à des gens qui veulent gagner de l'argent, c'est super simple. Il suffit de leur vendre comme un investissement
plutôt que comme une dépense. Maintenant, quand j'ai sorti ma formation sur les bases pour reprendre une bonne hygiène de vie, c'est super compliqué. Tu peux jouer sur le fait que tu vas statistiquement faire baisser leur risque de cancer, etc. Par contre, dans les faits, ça ne va rien changer à ta vie. Certes, tu auras peut-être un peu d'énergie en plus, tu ne vas pas avoir envie de dormir après ton repas du midi, ok, mais est-ce que tu peux le vendre comme il faut? Ah, mais complètement. Ah, mais complètement. Enfin, les gens veulent du fric. Enfin, tu vois, dans l'humain, tu as un chimpanzé et tu as un philosophe, et faut taper dans le chimpanzé, quoi. Et, le chimpanzé, il veut plus de thunes, comme ça, il aura une belle voiture, et il va choper les meilleures meufs, tu vois. Tu as vraiment un truc aussi basique que ça, alors que santé, tu vois, faut vraiment passer en mode système 2. C'est OK, si j'ai de la santé, peut-être que je vais pouvoir prolonger l'expérience un peu plus longtemps. Et tant que tu t'es pas mangé un cancer, tu t'en tapes de la santé. Donc c'est vraiment un souci. Est-ce que système 2, tu le sors du livre système 1, système 2 là de pensée ou Ouais, mais pas? c'est exactement ça. Ok, il faut que je le lise. J'avais lu le truc, mais il faut que je le lise alors. Non, mais c'est juste que tu as un mode automatique. Tu as un mode automatique qui va être stimulé par des choses qui sont tout à fait basiques. Tu vas avoir des réactions qui sont émotionnelles, qui relèvent presque du réflexe. Et puis, à côté de ça, tu as un processus plus sophistiqué, mais qui passe d'abord par un processus d'inhibition. Le système 2 se déclenche quand tu as réussi à inhiber le système 1. Et donc, pour tout ce qui est prends soin de toi, effectivement, c'est la différence entre le trader et l'investisseur de long terme. Mais il faut pas renoncer à ça, parce que pour moi, un bon produit, et j'en parle dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne Les Orateurs Augmentés, c'est qu'un bon produit, faut trouver vraiment un bon équilibre entre ce dont les gens ont besoin et ce qui est sexy. Parce que tu n'as pas non plus envie d'être accompagné par des chimpanzés. Et si tu tapes seulement dans la partie chimpanzé de ton public, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les gens n'ont pas de résultats, tu deviens un gourou à 2 balles, etc., qui a juste vendu du rêve. Donc, très important de temps en temps de te refocaliser sur, OK, les gens ont besoin de ça, mais moi, je sais que ce qui est bien, c'est ça. Et dans une carrière, il faut faire ça. Et c'est pareil pour les contenus. Il y a des contenus, tu sais que ça va bider, mais tu les fais parce que tu sais que c'est important de respecter l'intelligence des gens, donc tu vas plutôt aller vers ça. Et puis d'autres fois, tu vas te mettre en mode performance et tu te dis, bon, bah voilà, je vais aller à la chasse aux chimpanzés et ça marche. Bah là, c'est ce que je suis en train de faire, quoi. Pour une création de chaîne, c'est que de ça, trouver les dernières valeurs qui sont en train de baisser, expliquer pourquoi, réagir, c'est que de ça. Mais en fait, c'est hyper dur parce que je me rends compte que j'ai techniquement rien à apporter. Je sais plein de choses, mais pour ce qui est d'aller en profondeur sur un sujet, imaginons, tu vois, j'ai des connaissances en médecine, les trucs qui vont intéresser, c'est avoir des gros muscles, comme tu dis, tu vois, d'avoir le côté un peu je montre. Et je ne suis pas du tout spécialisé dans le sport, je ne suis pas du tout spécialisé dans la chose. Certes, je peux expliquer les mécanismes de base, mais j'ai aucune compétence dans ça. J'ai aucune compétence non plus dans toute autre chose, l'art oratoire, que ce soit même la vente. Je peux rien apporter en fait de palpable qui fasse envie. Et c'est peut-être sur ça que je devrais me reconcentrer. Ouais. Et donc, pour moi, la bonne manière de procéder, tu l'as vu dans une des formations que tu as suivies, c'est de raisonner en termes d'objectifs que tu débloques pour toi-même. C'est tu commences par te dire, d'ici à la fin du mois, j'ai envie d'atteindre tel objectif et je vais faire un plan. Et des fois, ça va marcher, des fois, ça va pas marcher, mais donc tu te mets en mode expérimentateur. Et tu vois, c'est aussi ça le meilleur antidote contre le syndrome de l'imposteur, c'est que tu es un chercheur en fait. Tu n'es pas juste quelqu'un qui blablate, tu es quelqu'un qui commence par faire des tests, qui commence par expérimenter des choses, et ce que tu vends, c'est déjà un résultat. Et tu le vends parce que tu es capable de documenter que les effets ont été positifs. Bah écoute, là je réfléchis, tu vois, c'est difficile de rebondir comme ça. Ça fait réfléchir toutes ces informations. Il y a beaucoup de choses qui se règlent par le travail, en fait. L'action, ça ferme les bouches, et la tienne aussi. Tu commences à avancer, tu commences à travailler, et après, au bout d'un moment, tu as d'autres problèmes. C'est que tu arrives à un moment où tu as tellement de certitudes que tu n'es même plus capable de comprendre d'où ça foire. Donc, il faut alterner entre des moments où tu remets en question, puis des moments où tu traces. Et les deux faces sont sympathiques. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas trop rester dans l'une ou l'autre phase. Donc, quand tu sens que ça fait trop longtemps que tu te questionnes, que tu te dis, maintenant, je vais créer mon prochain produit. La première fois, j'ai fait 300. La deuxième fois, j'ai essayé de faire 500.
et puis tu regardes. Et puis sur le long terme, au bout d'un moment, tu feras des 15 000, des 20 000, et puis ce sera déjà ça. Et d'ailleurs, est-ce que la rhétorique, ça a toujours été une passion et du coup, tu es content de vivre que de ça? Ou est-ce que ça a plus été un point sur lequel tu as voulu capitaliser? Parce que je me dis, si là, tu en viens à faire un business secondaire, tu parles d'investissement et même à un moment, tu as dit, si cette chaîne dépasse je sais plus quoi, ce sera peut-être temps que je prenne ma retraite. Est-ce que du coup, ouais, ce serait pas révélateur du fait que la rhétorique, tu l'as surtout utilisée en trampoline, quoi, en levier? Mhm. Non, il y a toujours des moments où je me reconnecte à ce qui m'a plu au départ. Et ce qui m'a plu au départ, c'est vraiment cette idée on est l'animal qui parle. C'est vraiment la différence avec tout le reste, c'est que on est l'animal qui parle, et donc c'est quand même chouette d'essayer de pousser la spécificité de l'homme au maximum de ce qu'on peut pousser. Et donc cette idée tu pars de quelque chose au début, tu pars de quelque chose au début, c'est un fantôme, c'est une idée floue, et tu commences à la mettre sur le papier, à la sculpter avec des mots, et tu lui donnes de la force, et après tu te rends compte que d'autres personnes commencent à la partager. C'est génial. Moi, tout ce processus de la production d'idées jusqu'à la mise en forme jusqu'à la mise en mouvement du public, j'adore ça. Ça me passionne. Et en fait, quand je suis sur la chaîne business, je teste aussi des trucs, et je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui fassent ça. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très stimulant de se dire, je vais voir jusqu'où la parole peut me porter. C'est chouette que tu sois venu. Donc, les gens peuvent venir te voir sur la chaîne Clément Investisseur en herbe. Donc, tu as pris un rythme de publication. Ouais, je fais une vidéo par jour. Enfin, je m'y attelle le plus possible. Maintenant, je suis en train de voir pour optimiser tout ça, puisque de base, mon contenu, c'était de la santé. Donc, pas sur cette chaîne YouTube, hein, que ce soit sur TikTok ou même une autre chaîne. Et je me suis mis à me lancer sur ça parce que c'est quelque chose où je me prends pas la tête. J'ai appris à condenser, disons, mes idées pour essayer de donner un maximum de valeur. Donc, il y a cette chaîne YouTube où je fais une vidéo par jour et j'essaie à la fois de rallier des sujets intéressants, de montrer toutes les questions que je me pose pour optimiser mon portefeuille tout en parlant un peu d'actualité. Mhm. Mais je comprends mieux en fait ce que J'avais pas compris quand tu m'avais parlé du thème qui t'intéressait le plus. J'avais pas compris que tu avais un bagage de médecin. Donc dans ce cas-là, ça a du sens, cette idée d'optimisation. Et optimisation est dans les différents domaines de la vie, avec un ancrage sur la santé. Donc comment on optimise son bien-être. Je trouve que ça se tient. Ça se tient, et tu peux faire quelque chose de cohérent avec ça. En fait, moi, ce que je trouve très, très, très compliqué là-dedans, c'est que, imaginons un truc basique, je pars sur le sommeil. Le sommeil, je peux le vendre facilement. Le sommeil, c'est ce qui fait que tu vas passer une journée de merde, ça joue sur les humeurs. On sait que les humeurs, il y a tout ce qui va être pas psychomoteur, le psycho et le corps. J'ai oublié le nom. Enfin bref, Physiologique, non, c'est vraiment au fait de relier le le corps avec psychosomatique. psychosomatique, merci. Donc, tu vas avoir tout le psychosomatique qui va rentrer en jeu, tu vas tirer la gueule, enfin, tu vas avoir pas d'énergie. Bref, le sommeil, c'est super important et c'est ce qui va te permettre d'avoir une meilleure réussite dans ta vie. Ok, je vais partir sur les bases que je connais. Moi, le sommeil, je sais que c'est dû à ça, ça, ça. Il y a telle chose et telle chose qui va jouer dessus. Maintenant, comment est-ce que je peux faire une expérience en disant, bon, je me suis laissé un mois pour optimiser mon sommeil. À part dire, j'ai acheté des super matelas, un super oreiller et j'ai respecté la science en fermant mes volets et en ce qui est pas de bruit dans la chambre. En fait, je vois pas où peut être vraiment ma valeur ajoutée. Là où elle peut être, ce serait pour moi que sur la vente. Et je pense que soit j'ai une pensée limitante à ce niveau-là, soit je me dis que la santé, c'est tellement pointilleux et puis il y a tellement de... j'ai essayé de parler des compléments alimentaires. Dis-toi, juste dit le magnésium, on vous le vend, sachez que vous n'êtes pas en carence. Les os, c'est 50% de réserve de magnésium. Avant d'être vraiment en carence, il va falloir y aller. Je me suis pris des courriers d'avocats, etc. parce que je vous rendez compte, vous attaquez tel lobby. Mais ça veut dire que tu es sur un truc. Ça, c'est vachement bien. Mais donc, pour répondre à la première question, il faut te dire que quand tu balances une idée dans l'air comme ça, là, du type, oui, le sommeil, en fait, c'est juste le matelas, l'oreiller, etc. Quand tu commences à avoir ton Google Doc, que tu mets les différentes parties qu'il pourrait y avoir dans ta formation, et que tu te dis, à partir de maintenant, je creuse chaque point,
Là, tu es sur quelque chose de beaucoup plus intéressant et tu te rends compte que plus tu vas pousser, plus tu vas développer, plus tu vas apporter de la valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir des cycles. C'est que tu vas avoir peut-être une première formation sur le sommeil, et puis après, tu vas aller sur une formation sur l'alimentation, etc. Puis un jour, tu vas revenir au sommeil, mais en ayant progressé, en ayant appris d'autres choses. Ça qui est intéressant. Donc, pas se dire qu'un sujet, tu l'as épuisé pour toujours. Toujours se dire que tu vas revenir dessus, tu vas creuser, tu vas approfondir. Les gens qui t'ont suivi, ils auront déjà les bases que tu auras partagées. Donc, pour moi, l'objectif, c'est de toujours essayer d'optimiser. Et effectivement, il y a des moments, il y a certains sujets qui vont moins t'intéresser que d'autres. Tu les mets en veille, mais il faut jamais perdre l'objectif de passer un petit cap dessus. Mais pour moi, on revient dans le fait d'être bon partout. C'est que la santé, peut-être que pour une personne lambda, tu es spécialisé en santé. Mais en fait, dès que tu arrives en santé, si je veux parler de performance sportive, de sport, parce que c'est toute la santé globale, ben, il y a des gens qui font déjà ça à fond, qui sont coachs sportifs, c'est leur métier. Si je veux parler de sommeil, il y a des gens qui sont spécialisés dans le sommeil. Si je veux parler de Il y a un l'alimentation, autre truc aussi, c'est que ce qui va déterminer là où tu vas mettre le plus d'efforts, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte de tel sujet, ça marche, tel sujet, t'aimes en parler, et il va y avoir quelque chose qui va faire du filtre autour de ça. Évidemment, tu ne seras pas expert en tout. Tu vas avoir une culture générale, mais tu vas avoir certains points où tu seras bien meilleur parce que au fur et à mesure, tu vas te dire c'est là-dessus, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie d'optimiser. et ben, je sais ce que j'aime. Moi, c'est la méta. Et c'est là où ça perd un peu de son sens. Tu vois, c'est le truc pas concret de base. J'aime bien. Alors, apprendre, c'est parce que je réfléchis à comment apprendre. Et donc, j'ai une vision où je visualise les mots que je veux retenir et tout. Mais c'est de la méta. Si je veux parler du sommeil, je vais pas vouloir parler de, ouais, genre comme ça va plutôt être. En fait, j'ai ce côté où je prends du recul et j'aime bien donner les clés de, tiens, ça, c'est super intéressant, ça, c'est super intéressant. Mais me concentrer sur un truc, je n'y prends pas de plaisir à donner de la pratique. C'est justement le théorie que j'aime bien. Et ça pose problème sur des formations. Mais après ça, j'y réfléchis. Là, je ferai le travail de mon côté, c'est pas ça. Mais bon, c'est là où j'en suis Ouais, actuellement. je comprends, mais fais gaffe quand même. Fais gaffe au côté, c'est le méta qui est chouette. Je comprends l'idée, hein, mais ça fait quand même sens aussi avec le fait que tu as peur de te fermer des portes et faut pas planer trop, quoi. Donc alterner avec des moments. Effectivement, c'est très important de dézoomer, mais alterner avec des moments où tu creuses, t'approfondis, et il y a un vrai plaisir qui vient de là, hein, parce que l'expérience, elle est dans l'approfondissement. Moi, ce qui me plaît, tu vois, c'est l'investissement, quoi. C'est là où je trouve ça intéressant. Tu as de la pratique, tu as de la théorie, tu mets en place. Et du coup, je suis totalement à côté de ma niche de base, que je ne rejette pas puisque je trouve intéressant. Mais T'avais lu le bouquin sur l'effet cumulé? non, je l'ai mis dans ma liste. J'en ai lu plein Ah, d'autres. mais en fait, ça va te plaire parce que ça te permet d'appliquer cette logique à différents domaines. Donc ça peut être un bon point de départ parce que tu peux appliquer cette logique d'effet cumulé effectivement aux finances, mais également à l'alimentation, à la santé. Donc c'est très intéressant. Les choses autour des habitudes, ça peut t'intéresser, je pense. Ok, bon, ben je le note. Ça marche. Bon, bah chouette. Merci d'être passé dans Fructueux. Et ben merci à toi. J'espère que les gens trouveront un minimum de valeur, puisque contrairement aux autres, je n'ai pas eu l'impression d'avoir apporté tellement, plus d'avoir reçu des, des conseils. Mais oui, il y a sûrement du bon à prendre. Oh, c'était sympa, t'inquiète pas. Si on a passé un moment, ça veut dire que c'était assez chouette. Et puis, si certaines personnes nous écoutent et se disent, moi aussi, j'ai des réponses à apporter sur ces 3 questions, vous m'écrivez, vous êtes les bienvenus. D'ici là, on se retrouve dans de prochains contenus sur la chaîne de Clément. Prenez bien soin de vous et à très vite.